Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier la double médaille d'argent des athlétismes de Moscou. Muriel Aouré, elle est allée présenter officiellement ses médailles au président et lui dit merci pour tout le soutien qu'il lui a apporté. De plus en plus, les travailleurs en Côte d'Ivoire prennent leur déjeuner dans les bureaux, certainement à cause des horaires de travail, des lieux de restauration qui sont éloignés ou tout simplement par manque de temps. Nous en parlons dans cette édition. En septembre 2001, en septembre 2013, cela fait 12 ans qu'il y a eu 4 attentats suicides aux États-Unis d'Amérique, attentats perpétrés le même jour à quelques heures d'intervalle par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda et qui ont fait 2973 morts. Les Américains et le monde entier s'en souviennent. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier la double médaille d'argent des athlétismes de Moscou. Muriel Aouré, elle était accompagnée de sa mère, son manager et son entraîneur. Muriel Aouré est allé présenter officiellement ses médailles au président et lui dit merci pour tout le soutien qu'il lui a apporté. Le président a rassuré Muriel Aouré que l'État ivoirien sera toujours à ses côtés pour les autres défis afin qu'elle rapporte à la Côte d'Ivoire des médailles d'or. Cathy Touré. Étape 2 de la fête à Muriel Aouré. Après avoir enflammé les pistes de Moscou au mois d'août dernier, l'audience a elle accordée par le supporter ivoirien numéro 1, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À ses côtés, sa mère, son staff managérial et son entraîneur. Au sortir de la rencontre, c'est en parfaite harmonie que le président de la République et sa vaillante athlète se sont exprimés. Alors, je vous présente une personne qui n'a pas besoin d'être présentée. Merci, notre star, notre fierté. Et vous dire que je suis tellement heureux de revoir Muriel et surtout de la féliciter après cette performance exceptionnelle. Vous voyez, j'ai 2 médailles là. Il y a 2 médailles. Alors, je lui ai dit que la prochaine fois, nous aurons 2 médailles en or. 2 médailles en or, pardon, voilà. Donc, elle va gagner une et moi je gagnerai l'autre. Nous allons la soutenir. On te soutiendra. Et l'entraînement coûte cher, le séjour aux États-Unis coûte cher, les médecins, les kinés, tout cela, la Côte d'Ivoire en fait son affaire. Hein? Donc ma fille, je voudrais qu'elle soit rassurée qu'elle n'a pas plus de soucis à se faire. Merci. Voilà. Je suis très émue et j'ai même pas de mots, je sais même pas quoi dire. Vraiment, merci pour tout le soutien et le support. J'appelle vraiment la jeunesse à vraiment essayer. Le travail est vraiment très très important. J'ai travaillé tellement dur pour être ici aujourd'hui. Je me suis pas réveillée comme ça en un jour. C'est des années et des années et des années de travail. Devant la popularité et l'admiration que les Ivoiriens accordent à la championne, le président de la République, Alassane Ouattara, a vite fait de prendre les devants avec l'humour qu'on lui connaît. Muriel m'a promis qu'elle ne serait pas candidate en 2015. Plusieurs autres rendez-vous à l'agenda de la princesse des pistes, dont l'apothéose est prévue samedi prochain dans son village natal de Modeste. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a une rencontre d'échange avec le président de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Cette société prépare son congrès prévu pour octobre prochain et son président est allé en parler au Premier ministre. Les échanges ont aussi porté sur l'évolution de ces 2 spécialités en Côte d'Ivoire, nous dit Hugues Hervé Blé. Chez le Premier ministre, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire s'est rendue pour lui faire cas de son congrès à venir. Prévu du 7 au 9 octobre, il se tiendra à Yamoussoukro et va réunir les gynécologues, les obstétriciens et les sages-femmes de Côte d'Ivoire, mais aussi leurs collègues d'autres pays d'Afrique et de France. À ce colloque auquel le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été invité, sera évoquée l'amélioration de la santé des Ivoiriens en matière d'accouchement. L'enjeu principal de ce congrès, c'est sensibiliser tous les acteurs de santé
à l'amélioration des indicateurs de la santé, tels que réduire les taux de mortalité maternelle, car la Côte d'Ivoire rend des comptes à l'étranger sur le plan international sur ces indicateurs de santé, qui permet de jauger le niveau de vie, le niveau de développement d'un pays. En 2012, ont été enregistrés 614 cas de décès pour 100 000 naissances. Dans l'actualité ivoirienne, après le pont Henri Konan Bédié, hier, la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, structure du groupe de la Banque mondiale, a visité la centrale thermique d'Azito. Elle a soutenu que la Banque mondiale va aider la Côte d'Ivoire à étendre cette centrale. Léon Broukouabé. La MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale, à la centrale électrique d'Azito. Occasion pour Keiko Honda, vice-présidente de cette institution, de s'imprégner des performances de l'unité de production d'électricité à base de gaz naturel. 2100 gigawattheures en 2012, soit 30% de la production nationale d'électricité. Cette performance, ont expliqué les responsables, devra atteindre les 3000 gigawattheures en mai 2015 à la fin des travaux d'extension de la centrale pour combler le déficit national et exporter davantage d'électricité. Ce projet est important non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble de la sous-région. Et nous sommes fiers, et le peuple de la Côte d'Ivoire doit être très fier. Et MIGA contribuera à l'extension de la centrale d'Azito et assurer qu'elle donne de l'électricité à l'ensemble des citoyens du pays. Notre participation est de plus de 100 millions de dollars sur l'extension de la centrale d'Azito. Ce projet d'extension de la centrale électrique, dite phase 3 d'Azito, va coûter au total 430 millions de dollars, l'équivalent d'environ 200 milliards de francs CFA. Les travaux significatifs vont démarrer en octobre prochain. Pour l'heure, le projet est à sa phase préliminaire avec ses travaux préparatoires. Tous les élèves qui ne seront pas inscrits une semaine après la rentrée officielle fixée au 16 septembre seront considérés comme démissionnaires. L'information a été donnée par le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'était au cours d'une conférence de presse. Venant Seman Niamia était présent à cette conférence de presse pour RTI. Voici son reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire 2013-2014, seulement un peu plus de 50% des effectifs attendus sont inscrits. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique joue la carte de la fermeté. Tout élève non inscrit une semaine après la rentrée officielle fixée au 16 septembre 2013 sera considéré comme démissionnaire. Le retard de début du cours joue sur le temps scolaire. Nous avons 32 semaines. Il faut que les 32 semaines soient respectées. Et plus on prendra du retard à commencer les cours, plus on va entamer les 32 semaines. Au finish, on n'aura plus peut-être 32 semaines, mais moins de 32 semaines. Et on ne sera pas en conformité avec les normes de l'UNESCO. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est également prononcé sur le cambriolage du lycée Mami Feta des jeunes filles de Benjaville. Kouyaté Abdoulaye souligne que les populations doivent retenir qu'aucun établissement secondaire ne dispose de fonds relatifs aux inscriptions en ligne. Il est donc inutile de les cambrioler. Autre aspect de l'actualité, la CEDEAO et l'UEMOA veulent lutter contre la désertification en Afrique de l'Ouest. Un document a été élaboré sur la question par des experts et devra être adopté par les ministres. Noël Niagno. La forêt en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est menacée. Les données statistiques indiquent une disparition de l'ordre de 900 000 hectares par an. Principaux facteurs de cette déforestation, l'agriculture traditionnelle, itinérante, l'exploitation effrénée de bois d'énergie qui représente 80 à 90% de l'énergie consommée dans la sous-région. La CEDEAO et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé avec l'appui de partenaires au développement de circonscrire le mal et freiner l'avancée du désert. Cela depuis plus d'une décennie. Un plan est mis en place à cet effet. Il est intitulé « Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Ouest,
couplée du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification. Le commissaire chargé de l'environnement et des ressources en eau, la CEDEAO, situe les enjeux de cette convergence. Quand la grande forêt s'amenuise, les autres, leur dégradation s'accélère. Si la forêt, on arrive à arrêter la dégradation des forêts, en même temps, on arrive à freiner la dégradation des autres écosystèmes. Voilà qui conforte l'interpellation du ministre ivoirien des forêts, de la faune et de l'environnement en direction des experts. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour alimenter de vos réflexions ces projets de documents afin de permettre à nos pays de gérer de manière durable et concertée nos terres, nos ressources forestières, fauniques et nos ressources en eau pour le bien-être de nos populations. Le représentant de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, est du même avis et a souhaité que cette rencontre forge la voie de l'Afrique de l'Ouest dans les perspectives du rendez-vous sur la gestion durable des ressources naturelles. Les responsables de la filière Cola Bouaké veulent réorganiser ce secteur d'activité pour le rendre plus productif et plus rentable. L'objectif de cette réorganisation produit plus de 150 000 tonnes de cola par an. Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. La coopérative des acheteurs de produits agricoles et marchandises de Côte d'Ivoire, Kapamsi, ayant pour produit de base la cola, est désormais dénommée Ivoire Cola. Cette dénomination a été adoptée en Assemblée générale extraordinaire tenue au marché de Gros de Bouaké. La crise militaro-politique étant derrière nous, les acteurs de cette filière comptent mieux s'organiser pour affronter le marché international. Reconduit à la tête de cette structure, Aboni Magloire ambitionne de positionner Ivoire Cola comme la première coopérative exportatrice de cola. Un nouveau budget a été établi avec des priorités, un budget de un peu plus de 53 millions de francs CFA. Nous allons prendre une patente pour permettre la libre circulation de tous nos opérateurs économiques. Et nous allons mettre en place un siège digne de son nom. Pour permettre aux coopérateurs d'atteindre leurs objectifs, l'ANADER de la zone de Bouaké, par l'entremise de son responsable du service régional d'appui aux organisations professionnelles, a promis d'apporter son concours à Ivoire Cola. Il faut que le président sache ce qu'il a à faire dans sa coopérative, il faut que le gérant sache ce qu'il a à faire, il faut que les membres même sachent jouer le rôle de membre. Avant la crise, l'ancienne coopérative Kapamsi produisait plus de 150 000 tonnes de cola par an. Avec l'appui des structures d'encadrement, Ivoire Cola souhaite mieux faire. La vue des albinos préoccupe l'association pour le bien-être des albinos. Elle a initié à Bouaké une journée d'ophtalmologie au profit des albinos. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire compte 4000 albinos. Ces personnes éprouvent des difficultés d'accès aux centres de santé pour leurs problèmes de dermatologie et d'ophtalmologie. Ces difficultés ophtalmologiques obligent souvent les enfants albinos à abandonner l'école, faute de moyens financiers pour le suivi de leurs yeux. Elles ont des problèmes de vision. Elles ne voient pas bien, surtout à l'école, elles ont des problèmes pour lire. Elles sont obligées de s'approcher au tableau pour pouvoir regarder les trucs. Pour permettre aux albinos de faire face à cette difficulté, l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké vient de leur offrir une journée de consultation gratuite en ophtalmologie. Les albinos de Bouaké, dont plusieurs enfants, ont investi les locaux de l'Institut Saint-Camille pour se faire consulter. Les albinos souffrent de troubles visuels, donc ce qui les empêche de pouvoir voir de loin, donc de pouvoir s'exprimer en classe et de s'épanouir socialement et dans la vie active. L'Association pour les albinos de Côte d'Ivoire sillonne depuis des semaines le pays avec une projection de films afin d'exhorter les populations ivoiriennes à changer de comportement à leur endroit. 2000 Ivoiriens vivent en Afrique du Sud. Certains parmi eux sont bien intégrés. Ils sont dans plusieurs secteurs d'activité qui prospèrent. Delphine Bla était en Afrique du Sud. Elle nous présente la vie des Ivoiriens dans ce pays. Paul est ivoirien. Il vit en Afrique du Sud depuis 18 ans avec sa famille.
Il habite Kilam, centre-ville de Johannesburg, dans une villa de 7 pièces. C'est ici que j'ai reçu les Ivoiriens qui sont venus en Coupe d'Afrique. Ils se sont bien amusés ici. C'est en 1995 que Paul est allé en Afrique du Sud. Il est homme d'affaires et manager de 4 cliniques. J'ai des amis sud-africains qui sont associés avec moi pour que j'ai atterri à cette activité. Nous avons des amis qui veulent aller investir en Côte d'Ivoire. Paul a par ailleurs invité les Ivoiriens à travailler davantage pour se faire une place au soleil, car, a-t-il ajouté, rien n'est facile au pays de Mandela. Comme Paul, 2 autres Ivoiriens, Cissé et Kwame, ils sont bien intégrés. Ils ont des ateliers de réparation de voitures. Le travail, rien que le travail, avance Cissé et Kwame, qui font aujourd'hui la fierté des Ivoiriens en Afrique du Sud. Cap sur la maison des Ivoiriens en Afrique du Sud, maison située à Yeoville. Il est 20h à Johannesburg, soit 18h à Abidjan. La maison des Ivoiriens, véritable endroit de retrouvailles. Cette maison même qui prend, je peux dire, tous les Africains, tout le monde. C'est cette maison qui reçoit vraiment nous qui sommes quittés à l'ouest. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et voilà, on attend des amis. Dans cette ambiance, certains Ivoiriens rencontrent des difficultés. Ils se retrouvent à la maison des Ivoiriens pour partager leurs soucis. Je suis un étudiant, je fais les mines ici. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Mais en matière d'études, on essaie de coller les épaules, de s'adopter et puis d'essayer de faire avec. Même si on sait que quand même, si tu as tes diplômes, que tu viens, on te dit donc de recommencer certains trucs à zéro. En fait, nous les étudiants, on a pratiquement un problème ici en Afrique du Sud pour pouvoir fréquenter. On a des problèmes. La communauté ivoirienne en Afrique du Sud est estimée à près de 2000 personnes. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de l'hôtel Ivoire qui a 50 ans. Les festivités proprement dites se tiendront en octobre prochain. Mais en attendant, chaque jour et sur place à l'hôtel Ivoire, plusieurs activités sont prévues. Des conférences, des expositions, photos et des témoignages. Finance Hermanie Amière. L'histoire de la construction de l'hôtel Ivoire remonte à une visite du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny au Libéria au début des années 60. Ayant séjourné à l'hôtel Ducos International de Monrovia, il y eut l'idée de bâtir un hôtel identique en Côte d'Ivoire. Le rêve devenu réalité 2 ans plus tard, rien de grand ne pouvait se tenir en Côte d'Ivoire si ce n'est à l'hôtel Ivoire. L'hôtel a donc abrité de nombreuses conférences de haut niveau, des congrès, des conseils internationaux et hébergé plusieurs sommités mondiales, dont Michael Jackson. Mieux, il était même un lieu touristique pour les Ivoiriens et pour les étrangers de passage à Abidjan. L'hôtel a aujourd'hui 50 ans et demeure toujours le fleuron de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'est un hôtel qui a résisté au temps. Les gens s'imaginent difficilement de voir que l'hôtel Ivoire date de 1963. J'en veux pour preuve lorsque l'épouse du président Clinton est arrivée, Hillary Clinton, elle m'a demandé à moi si l'hôtel venait d'ouvrir. Quand je lui ai dit que l'hôtel a ouvert en 63, elle n'en revenait pas. En tant que quelqu'un qui a plus de 50 ans, je retrouve aussi des éléments de l'époque et je réalise en même temps que beaucoup de choses ont été conservées. Plusieurs activités sont au menu de la célébration du cinquantenaire de l'hôtel Ivoire, notamment des conférences, des expositions photos et des témoignages. Pendant donc 3 jours que vont durer ces festivités au mois d'octobre prochain, les visiteurs pourront s'abreuver des témoignages des anciens et visiter l'hôtel. Les travaux de réhabilitation qui ont lieu en ce moment, eux, sont prévus pour s'achever en 2014. Deuxième grand titre de cette édition, nous vous le disions, de plus en plus les travailleurs en Côte d'Ivoire prennent le déjeuner dans le bureau, certainement à cause des horaires de travail, des lieux de restauration qui sont éloignés ou tout simplement par manque de temps. Regardez. Les couloirs sont vides et parmi les travailleurs à la tâche, Roméo, livreur pour un traiteur. Il fait le tour des bureaux pour recueillir les commandes du déjeuner de midi. Riz gras aux carottes plus poisson frit, foufou plus sauce crème.
Au plateau, comme partout ailleurs à Abidjan, nombreux sont les travailleurs qui prennent leur pause et déjeunent devant leurs ordinateurs. Les commandes de repas se passent généralement par téléphone ou auprès d'autres livreurs comme Roméo et Stéphanie. Moi, particulièrement, je préfère manger au bureau parce que d'abord, on n'a pas assez de temps pour la pause. On a juste 1h, midi 30, 13h30. On apprécie surtout la qualité. Quelquefois, on a des nourritures de bonne qualité. Même si on ne connaît pas toujours les conditions dans lesquelles la nourriture est faite, mais on nous envoie de la nourriture de très bonne qualité et ça nous arrange. On a déjà un local pour s'asseoir pour manger. Quand tu vas au restaurant, souvent les plats sont... Il n'y a pas trop d'hygiène, c'est un peu compliqué. Et puis on gagne aussi en énergie parce qu'on ne marche pas longtemps pour aller. Il y a certaines périodes où il pleut suffisamment. Et donc on ne peut pas vraiment, sous la pluie, chercher à aller de quoi manger. En début de chaîne de ce mode de consommation, des restaurateurs, généralement situés à la périphérie des lieux de travail. Au nord du plateau, c'est le branle-bas dans un de ces petits groupements de maquis rien que pour la pause de midi. C'est le cœur de leur chiffre d'affaires. Nous sommes un restaurant sur place. Et aussi, nous livrons la nourriture au bureau. Les livraisons marchent plus parce qu'aujourd'hui, les clients veulent plus se déplacer. Les menus très variés sont proposés à l'avance ou sur place à la livraison. Les tarifs varient entre 700 et 2000 francs CFA. On trouve de tout, braisé, plat en sauce, salade, de quoi satisfaire tous les palais et se sentir comme à la maison. Autre chose à présent, la question du genre en Côte d'Ivoire est au centre d'un atelier qui a démarré hier mardi à l'immeuble Siam au plateau. Les participants réfléchissent pour présenter un document sur la situation de la disparité entre hommes et femmes et proposer des solutions. Selon une enquête menée sur le niveau de vie des ménages en 1998 et en 2002, 18,6% d'hommes et 30,9% de femmes exercent dans l'informel. Dans le secteur moderne privé, les femmes représentent 11,5% du nombre total des travailleurs contre 88,5% d'hommes selon la CEDEF en 2010. La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Et à l'Assemblée nationale, il y a seulement 25 femmes sur 250 députés. Autant de raisons sur la disparité entre hommes et femmes qui sous-tendent la tenue de cet atelier dont l'objectif est d'élaborer le profil genre Côte d'Ivoire. Un document précis et instructif de 20 pages sur la disparité entre hommes et femmes en Côte d'Ivoire et qui servira de boussole pour des prises de décision dans la résolution des questions du genre. Le projet est copiloté par 2 ministères. Il s'agit du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du ministère du Plan et du Développement à travers sa structure dénommée ONEP, Office national de la population. Pour la ministre Anne Ouloto, le projet d'élaboration du profil genre Côte d'Ivoire va dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a personnellement soutenu la nouvelle loi portant modification de la loi sur le mariage, qui établit désormais un meilleur équilibre des responsabilités entre les époux. Vous la connaissez, cette loi modifiée qui a valu la dissolution d'un gouvernement. La volonté du président de la République va plus loin et s'est récemment manifestée à l'occasion des dernières élections législatives à travers un soutien financier qu'il a accordé à toutes les femmes candidates sans distinction de l'appartenance politique. Le présent atelier sur la mission d'élaboration du profil genre Côte d'Ivoire enregistre la participation des représentants d'institutions nationales et internationales ainsi que celle des membres des sociétés civiles et durera 1 semaine. Il est financé par la BAD, la Banque africaine de développement. Un reportage de Serge Gangomé et Justine Sey-Djiké. Des artistes peintres participent au Jeux de la francophonie à Nice en France. La Côte d'Ivoire est représentée par 3 artistes qui espèrent la première place hier. Ils ont présenté leurs œuvres, nous dit Sébastien Aouya-Ouya. Les artistes peintres ivoiriens sont bien représentés au 7e Jeu de la francophonie. Kona Pascal, professeur d'art plastique, a présenté un tableau de peinture qui offre une vue du quartier Yopougon. Tableau réalisé en 4 jours.
Soumis aux questions des enfants qui sont venus apprécier sa réalisation, il a expliqué que c'est à partir de circuits imprimés que cette création a vu le jour. Une ville en miniature suivant une perspective à vol d'oiseau. Quelle est la vision que vous avez par rapport à nos gestes dans notre ville? Je présente la réalité de la ville. Nous sommes en train de construire. Nous allons, nous avançons. Mais quel héritage on vous laisse à vous, les enfants? Yanzi Saint-Étienne, artiste photographe, peintre, a mis l'accent sur la catégorie art visuel, grattage sur photo, qui retrace l'ambiance de la ville d'Abidjan. La sculpture spéciale installation de Yapo Patrick a constitué également une curiosité. Michel Barbouto, professeur de poterie modelage dans un centre culturel de Nice. Je pensais que c'était de la terre cuite et on m'a dit que c'était du carton. Donc ce qui me surprenait malgré tout, c'est que moi en tant que professeur de terre, je me demandais comment la terre pouvait tenir avec le carton sans le faire cuire bien évidemment. Et on m'a expliqué la technique, voilà. Donc je suis ravie de tout cela. Dans 2 jours, ces artistes peintres connaîtront leurs résultats. Prions que le podium soit ivoirien. Et puis, sachez que 6 athlètes ivoiriens ont disparu dans la nature alors qu'ils sont allés prendre part au 7e jeu de la francophonie à Nice en France. Un artiste hip-hop, 2 lutteurs et 3 basketteuses. Ils ont disparu sans aucun papier sur eux. Tous leurs documents administratifs étant avec leurs différents staffs techniques. 11 septembre 2001, 11 septembre 2013, cela fait 12 ans qu'il y a eu 4 attentats suicides aux États-Unis d'Amérique, attentats perpétrés le même jour à quelques heures d'intervalle par des membres du réseau djihadiste islamiste Al-Qaïda visant des bâtiments symboliques du nord-est du pays et faisant 2973 morts, rappelant que 2 avions ont été projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, à New York, et un 3e sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, D.C., tuant toutes les personnes à bord et de nombreux autres travaillant dans ces immeubles. Le 4e avion volant en direction de Washington s'est écrasé en rase campagne à Shakeville, en Pennsylvanie, lorsque les passagers ont décidé de prendre le contrôle de l'avion. Le vice-président kenyan William Ruto a plaidé non coupable devant la Cour pénale internationale CPI à La Haye. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Il aurait organisé certaines violences politico-ethniques qui ont meurtri le Kenya après la réélection contestée de Mwai Kibaki. En Inde, vous vous rappelez certainement, une étudiante avait été violée puis tuée dans un bus à New Delhi. Les 4 violeurs collectifs accusés viennent d'être reconnus coupables. Leur sort sera connu demain, vendredi. La pendaison aux violeurs crie encore ces jeunes devant le tribunal de New Delhi. 4 hommes sont jugés ici pour le viol collectif d'une étudiante en décembre dernier. Le verdict vient de tomber. Ils sont coupables de viol et de meurtre. Ils risquent la peine de mort. Leurs avocats contestent. Dès que la sentence sera rendue demain contre les accusés, nous ferons appel, c'est sûr, devant la Haute Cour de justice. Un appel qui risque de repousser la décision finale dans une affaire qui est aujourd'hui dans toutes les mémoires. Le 16 décembre au soir, une étudiante de 23 ans est agressée avec une barre de fer et violée dans un bus par plusieurs hommes en rentrant du cinéma avec son compagnon. Elle est morte de ses blessures quelques jours plus tard. Son histoire a mis tout le pays en émoi. Des milliers d'Indiens se sont mobilisés pour dénoncer l'impunité face aux agressions sexuelles. Les lois ont été durcies depuis. Les violeurs dont les victimes sont mortes encourent désormais la peine de mort. Les parents de la victime réclament la pendaison. S'ils ne sont pas condamnés à mort, il n'y aura pas de justice pour ma fille. Et ce crime va se répéter dans les jours à venir. On appelle la Cour à considérer ce cas comme un cas extrêmement rare et à appliquer la peine maximale.
Si l'Inde prévoit la peine de mort, les exécutions sont très rares. Cette affaire de viol collectif a permis de briser le silence, mais les violences envers les femmes passent encore souvent inaperçues. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.